Le crayon de Clara dansait sur le papier canson, donnant vie aux lignes épurées d'un bâtiment qui n'existait encore que dans son esprit. À 18 ans, l'architecture n'était pas juste un projet d'étude, c'était sa respiration, sa passion dévorante. La lettre d'admission à l'École nationale supérieure d'architecture, posée en évidence sur son bureau comme un talisman, semblait irradier une promesse d'avenir. Un avenir qu'elle avait bâti à force de nuits blanches et de détermination farouche, loin des attentes familiales. Ce soir-là, l'atmosphère au dîner était plus lourde que d'habitude. Son père, Armand Dubois, trônait en bout de table, le visage fermé. Sa mère, Hélène, s'efforçait de maintenir une conversation légère, mais ses sourires semblaient aussi fragiles que de la porcelaine ancienne. Antoine, son frère aîné de 12 ans, le « fils en or », mangeait avec un air suffisant, savourant les éloges paternels pour un stage d'été banal dans une entreprise d'un ami de la famille. « Antoine a impressionné tout le monde, n'est-ce pas, Hélène ?» lança Armand, ignorant superbement la lettre d'admission de Clara qu'il avait balayée du regard plus tôt. « Il a le sens des affaires, lui. Il ira loin. » Hélène murmura un accord timide. Clara sentit la boule familière de frustration lui serrer la gorge. Ses propres réussites, ses notes impeccables, son admission arrachée de haute lutte, tout cela semblait invisible aux yeux de son père, obsédé par la trajectoire qu'il avait dessinée pour Antoine, une grande école de commerce, la reprise de l'entreprise familiale, la perpétuation du nom. Le plat principal à peine terminé, Armand posa ses couverts avec un bruit sec. « Clara, il faut qu'on parle sérieusement de tes projets d'études. » Le ton n'annonçait rien de bon. Clara leva les yeux, son cœur commençant à battre douloureusement contre ses côtes. « Oui, papa. L'école commence dans 2 mois, j'ai reçu la liste des fournitures. »« Il n'y aura pas d'école d'architecture, Clara, » coupa-t-il froidement, sans la regarder. « J'ai réfléchi. C'est une voie trop coûteuse, trop incertaine. Surtout pour une jeune femme. » Le monde de Clara bascula. Le crayon qu'elle tenait encore tomba de ses doigts. « Quoi ? Mais, j'ai été acceptée. C'est mon rêve. J'ai travaillé si dur. » Sa voix tremblait, mélange d'incrédulité et de panique. « Les rêves, ça ne paie pas les factures, » rétorqua Armand, implacable. « L'argent prévu pour tes études servira à financer celles d'Antoine. Il entre dans une prestigieuse école de commerce à la rentrée. Les frais sont exorbitants, mais c'est un investissement pour l'avenir. Notre avenir. » Clara tourna un regard suppliant vers sa mère, mais Hélène fixait son assiette, les lèvres pincées, prisonnière de son impuissance. Antoine, lui, semblait soudain très intéressé par le motif de la nappe. Pas un mot de soutien. Pas un regard de compassion. Une complicité passive, esséurante. Les larmes montèrent, brûlantes, mais la colère les repoussa. Un investissement ? Et moi, je suis quoi ? Un passif ? Vous sacrifiez mon avenir pour lui, juste parce qu'il est le fils ? C'est ça ? Ne me parle pas sur ce ton, jeune fille, gronda Armand, sa voix montant d'un cran. J'estime que c'est la meilleure décision pour cette famille. Une femme doit penser à trouver un bon mari, pas à jouer les architectes sur des chantiers. Antoine, lui, assurera la pérennité de notre nom. La justification la frappa comme une gifle. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de genre, de préjugés ancestraux. Son père ne croyait tout simplement pas en elle. « Je vois, » dit Clara, sa voix soudainement calme, glaciale. Elle se leva. La douleur était là, immense, mais une autre force naissait dans ses décombres, une détermination froide. « Puisque mon avenir ne vaut rien à vos yeux, je vais me le construire seule. » Elle monta dans sa chambre, attrapa un sac, y jeta quelques affaires à la hâte. Pas de suppliques, pas de cris. Juste le silence lourd de la décision irrévocable. En redescendant, elle croisa le regard de son père. Il y lut non pas de la peur, mais une résolution qui le déstabilisa un instant. « Vous le regretterez, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux. « Un jour, vous et votre fils en or, vous le regretterez amèrement. Et je réussirai. Sans vous. Loin de vous. » La porte d'entrée claqua derrière elle, la laissant seule sur le trottoir, sous la lumière crue d'un lampadaire.
Le froid de la nuit contrastait avec le feu qui brûlait en elle. L'injustice était un poison, mais elle en ferait un antidote. Ce soir-là, l'architecte en herbe avait perdu ses fondations familiales, mais elle venait de poser la première pierre de sa propre reconstruction. Une reconstruction bâtie sur la colère, la douleur, et une promesse silencieuse de revanche. Le chemin serait long et ardu, elle le savait. Mais elle marcherait. 10 ans. Une décennie entière s'était écoulée depuis cette nuit où la porte de la maison familiale s'était refermée sur ses rêves brisés d'architecture. 10 ans que Clara avançait, seule, sur un chemin qu'elle n'avait pas choisi mais qu'elle avait entièrement façonné de ses propres mains. Aujourd'hui, elle n'était plus la jeune fille désemparée sous le lampadaire. Elle était Clara Dubois, fondatrice et âme créatrice de Clara Délices, une pâtisserie traiteur haut de gamme dont la réputation dépassait les frontières du quartier chic où elle s'était installée. Le chemin avait été pavé de bien plus d'épines que de pétales de roses. Les premières années furent un brouillard de petits boulots éreintants, serveuse dans des cafés bruyants où elle devait ravaler les remarques condescendantes, femme de ménage dans des appartements luxueux qui lui rappelaient cruellement ce qu'elle n'avait pas. Chaque euro économisé était une victoire, chaque moment de solitude une épreuve. Elle se souvient des nouilles instantanées avalées froidement dans des studios minuscules, du poids du doute qui menaçait parfois de l'engloutir. L'architecture lui manquait comme un membre fantôme, mais la colère et la détermination brûlaient toujours, une braise ardente sous la cendre de la fatigue. Le déclic vint un soir, alors qu'elle préparait un simple gâteau pour l'anniversaire d'une collègue. La précision du geste, la chimie des ingrédients, la transformation de la matière brute en quelque chose de beau et de bon. Cela résonna avec son besoin viscéral de créer. Ce ne seraient pas des bâtiments, mais des saveurs. Elle commença modestement, dans une cuisine partagée louée à l'heure, vendant ses créations sur les marchés le week-end. Les débuts furent précaires, les nuits blanches légion, mais pour la première fois depuis longtemps, une étincelle de joie pure illuminait sa détermination. C'est lors d'un petit événement local qu'elle rencontra Léo. À l'époque, il n'était qu'un jeune blogueur culinaire passionné, mais son palais était affûté et sa plume enthousiaste. Il goûta une de ses tartelettes citron meringuées, et son regard s'illumina. « C'est exceptionnel, mademoiselle. L'équilibre est parfait. Vous avez un don. » Ces mots, sa reconnaissance sincère de son talent, furent un baume sur ses anciennes blessures. Léo devint son premier soutien, son critique le plus honnête, puis un ami fidèle. Aujourd'hui, leur complicité était une évidence, un pilier dans la vie de Clara, une relation tissée de respect et d'une affection profonde qui n'osait pas encore dire son nom. Clara Délices grandit, surmontant les obstacles, un concurrent jaloux qui tenta de salir sa réputation, un prêt bancaire refusé qu'elle contourna grâce à un financement participatif audacieux. Chaque épreuve la renforçait, affûtait son sens des affaires autant que sa créativité. Quant à sa famille, les nouvelles arrivaient au compte-gouttes, par des chemins détournés. Un appel gêné d'une tante éloignée, quelques mois plus tôt. « Ton père est soucieux. Tu sais, Antoine a encore quitté son poste, il cherche sa voie, les affaires de ton père ne sont pas brillantes non plus. » Clara avait poliment écourté la conversation. « Je suis très prise, tante Marie. On s'appelle bientôt. » La vieille douleur avait pincé son cœur une seconde, vite étouffé. Ils avaient fait leur choix 10 ans auparavant. Elle avait fait le sien. Ce matin-là, dans sa boutique élégante baignée de lumière, supervisant la préparation d'une commande importante, Clara incarnait le succès. Ses employés la respectaient pour sa rigueur et sa créativité. Elle était maître de son destin, financièrement indépendante, forte. Pourtant, en regardant son reflet dans la vitrine impeccable, elle vit passer une ombre fugace dans ses yeux. La cicatrice était toujours là, invisible sous le tailleur bien coupé. Une cicatrice qui la rappelait au coup de sa liberté et à la promesse silencieuse faite 10 ans plus tôt sous un ciel indifférent. Elle avait reconstruit sa vie sur les ruines de son passé, mais le passé, elle le sentait, n'en avait peut-être pas tout à fait fini avec elle. Clara était dans son bureau, un espace minimaliste et élégant qui surplombait l'agitation contrôlée de sa pâtisserie. La lumière du matin filtrait à travers les larges baies vitrées, illuminant les croquis de ses prochaines créations disposées sur la table en verre. 10 ans de travail acharné lui avaient permis de bâtir cet empire sucré, cet univers où elle régnait en maître, loin des ombres du passé. Elle venait d'approuver les comptes mensuels,
chaque chiffre confirmant sa réussite, sa revanche silencieuse. C'est alors que l'interphone sonna, brisant la sérénité ambiante. Madame Dubois, la voix de sa jeune assistante, Chloé, hésitait légèrement. Il y a un homme à l'accueil. Monsieur Armand Dubois. Il dit être votre père. Il n'a pas rendez-vous, mais il insiste pour vous voir. Clara sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Armand. Son père. Ici, après 10 ans de silence quasi total. Son premier réflexe fut de refuser. Mais une curiosité mauvaise, mêlée à une vieille blessure qui picotait encore, la poussa à répondre, sa voix étonnamment égale, « Faites-le monter, Chloé. » Quelques minutes plus tard, il se tenait sur le seuil de son bureau. Le choc fut brutal. L'homme qui se tenait là n'était que l'ombre du père autoritaire et inflexible qu'elle avait fui. Armand Dubois semblait avoir vieilli de 20 ans. Ses épaules étaient voûtées, son costume autrefois impeccable paraissait maintenant trop grand, usé au coude. Son regard fuyant errait dans le bureau, incapable de croiser directement le sien, s'attardant sur les signes évidents de la réussite de sa fille avec un mélange d'étonnement, était-ce du ressentiment? Clara, commença-t-il, sa voix rauque, mal assurée. Il fit un pas à l'intérieur. Tu, c'est impressionnant ce que tu as fait ici. Le compliment sonnait faux, arraché par l'évidence. Clara resta assise derrière son bureau, son calme extérieur masquant le tumulte intérieur. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, l'invitant silencieusement à poursuivre. Le silence s'étira, lourd, uniquement troublé par le tic-tac discret d'une horloge design au mur. Armand se tordait les mains. Je ne sais pas par où commencer. Il prit une profonde inspiration. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, Clara. Pour Antoine, pour moi. Il leva enfin les yeux vers elle, et elle y vit une détresse qu'elle ne lui avait jamais connue. L'entreprise d'Antoine, sa start-up technologique, elle semblait si prometteuse. Il avait besoin de fonds importants pour démarrer. J'ai cru en lui. J'ai investi. Tout ce que j'avais. Tout ce que nous avions. Sa voix se brisa légèrement. Ça a été une catastrophe. Une faillite totale. Mauvaise gestion, marché trop compétitif, je ne sais pas. Tout est parti en fumée. Nous avons tout perdu, Clara. La maison, les économies, tout. Clara écoutait, impassible. L'ironie de la situation était presque douloureuse. L'argent qu'on lui avait refusé pour ses études d'architecture, cet investissement trop incertain, avait été englouti sans hésitation dans le projet chimérique du « Fils en or ». Et voilà le résultat. Un éclair de satisfaction mauvaise la traversa, aussitôt réprimé. Voir son père ainsi diminué ne lui apportait aucune joie réelle, seulement un constat amer. « Et que voulez-vous de moi » demanda-t-elle froidement, sans une once de sympathie dans la voix. Armand Dubois tressaillit. Il sembla ravaler sa fierté, une dernière fois. « Clara, ta mère et moi, nous n'avons plus rien. Je suis venu te demander, de l'aide. Une aide financière. Je ne sais plus vers qui d'autre me tourner. Tu es ma fille, après tout. Le sang ?» Le mot « sang » résonna étrangement dans le bureau impeccable. Le même sang qui n'avait pas suffi à lui garantir le soutien de son père 10 ans plus tôt. Clara sentit la colère froide monter en elle, une vague de glace. Elle se remémora la scène du dîner, les justifications méprisantes, la porte claquée. Elle se leva lentement, contourna son bureau et s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à son père. Elle contempla l'agitation de sa boutique en contrebas, symbole tangible de sa résilience. « Je vois », dit-elle après un long silence, sa voix neutre, dénuée de toute émotion apparente. « C'est une situation, en effet regrettable. » Elle se retourna, le regard dur. « Laissez vos coordonnées à ma secrétaire en partant. J'ai besoin de temps pour... » Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, considérer tous les aspects de la situation. « Je vous ferai savoir ma décision. » C'était un congé, poli mais définitif. Armand Dubois parut comprendre. Il hocha la tête, les épaules encore plus basses, l'air d'un naufragé à qui l'on refuse une bouée. Il sortit sans un mot de plus, laissant derrière lui le parfum ranci de l'échec.
Clara resta immobile, regardant la porte se refermer. Le spectre du passé venait de faire une entrée fracassante dans son présent si soigneusement construit. La question n'était plus de savoir s'il fallait répondre, mais comment. La petite architecte blessée en elle criait vengeance. La femme d'affaires aguerrie analysait déjà la situation. Une chose était sûre, la réponse ne serait pas simple. Et elle ne serait certainement pas celle que son père attendait. La partie venait seulement de commencer. Clara ne perdit pas de temps. Le lendemain matin, elle fit convoquer son père, cette fois, exigea la présence d'Antoine. La demande fut transmise par Chloé d'un ton neutre qui n'admettait aucune discussion. À 10 heures précises, les deux hommes se présentèrent à nouveau devant son bureau, l'appréhension palpable sur leur visage. Armand avait tenté de retrouver une once de son ancienne prestance, mais son regard trahissait sa nervosité. Antoine, lui, semblait suivre son père comme une ombre morose, les yeux fuyant le décor luxueux qui l'entourait. Clara les attendait, assise, l'incarnation du calme et de l'autorité. Elle alla droit au but, sans préambule superflu. « J'ai réfléchi à votre demande d'aide », commença-t-elle, sa voix tranchante comme une lame fine. « Et j'ai une proposition. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de charité. » Elle les dévisagea tour à tour, laissant peser le silence. « Je ne vous donnerai pas d'argent directement. L'argent facile semble avoir été problématique pour vous. Une pique décochée sans ciller. Cependant, je peux vous offrir une chance de vous en sortir par vous-même. Je peux vous offrir un travail. À tous les deux. » Armand ouvrit la bouche pour protester, mais Clara leva une main impérieuse. « Laissez-moi finir. Les conditions sont non négociables. » Elle se pencha légèrement en avant. « Armand, compte tenu de votre expérience passée dans la gestion certes désastreuse, je vous propose un poste de chauffeur-livreur pour Clara Délices. Vous assurerez les livraisons auprès de nos clients les plus prestigieux. Contrat standard, salaire minimum, horaire défini. Vous rendrez compte aux responsables logistiques. » Le visage d'Armand passa par toutes les couleurs, de la pâleur à la rougeur de l'indignation. « Moi ? Chauffeur ? Après avoir dirigé ma propre entreprise ? C'est une insulte. Une humiliation. C'est un travail honnête, répliqua Clara, glaciale. Ce qui, apparemment, vous fait défaut actuellement. Elle se tourna vers Antoine, dont le visage s'était fermé comme une vitre. Quant à vous, Antoine, vu votre récent échec dans la haute technologie, un retour aux bases s'impose. Vous serez affecté à la gestion des stocks et à la réception des marchandises dans notre laboratoire de production. Travail physique, rigueur exigée, sous la supervision directe de mon chef pâtissier. Même condition, salaire minimum, contrat standard. Elle joignit les mains sur son bureau. C'est à prendre ou à laisser. Réfléchissez bien, mais pas trop longtemps. D'autres personnes seraient ravies d'avoir ces postes. Vous commencez lundi matin, 8 heures précises, si vous acceptez. Le silence retomba, lourd de tension. Armand fulminait intérieurement, mais la panique dans ses yeux trahissait sa véritable position. Antoine restait muet, le regard fixé sur ses chaussures usées. Ils étaient piégés. Leur désespoir était une cage dont Clara tenait la clé. Après une lutte intérieure visible, Armand déglutit péniblement. « Nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas ? Nous, acceptons. » Le mot fut lâché comme une défaite. « Bien, » dit Clara sans laisser paraître la moindre satisfaction. Elle désigna une pile de documents. « Chloé vous fera signer les contrats et vous remettra vos uniformes. Soyez ponctuels lundi. » Plus tard dans la journée, Léo la rejoignit à la boutique après la fermeture. Clara lui raconta sa décision. Il l'écouta attentivement, son expression sérieuse. « Un travail. C'est radical, Clara, dit-il doucement, choisissant ses mots. Je comprends ta colère, mieux que personne. Il mérite de comprendre la valeur des choses. Mais... » Il hésita. « Es-tu certaine que c'est la meilleure voie ? Pour eux, mais aussi pour toi ? Ne laisse pas ce désir de revanche t'empoisonner. Ce ne serait pas rendre justice à la femme incroyable que tu es devenue. Ils doivent t'apprendre, Léo, rétorqua Clara, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu.
Ils doivent ressentir, ne serait-ce qu'un peu, ce que j'ai ressenti. L'humiliation, le fait d'être réduit à rien. C'est une leçon. Pas une vengeance. Mais les paroles de Léo firent écho en elle cette nuit-là, alors qu'elle se retrouvait seule dans le silence de son bureau. Elle sortit d'un tiroir une vieille photo, jaunie par le temps, elle, adolescente, souriante, serrant fièrement contre elle une maquette en carton de son projet d'architecture rêvé. Une larme solitaire roula sur sa joue, qu'elle essuya d'un revers de main rageur. Était-ce vraiment de la justice qu'elle mettait en place? Ou simplement une cruauté plus froide, plus calculée, le reflet inversé de celle qu'elle avait subie? Son visage se durcit dans la pénombre. Ils apprendraient. C'était la seule chose qui importait. Pour l'instant. Mais une fissure de doute venait d'apparaître dans l'armure de sa détermination. Les semaines s'étaient écoulées, transformant la présence d'Armand et d'Antoine chez Clara Delis en une routine étrange et tendue. Armand, au volant de la camionnette de livraison siglée, avalait les kilomètres et les remarques parfois désobligeantes des clients, son ancien orgueil ravalé à chaque sonnette. Antoine, confiné au sous-sol dans l'effervescence contrôlée du laboratoire, exécutait ses tâches de manutention avec une application morne, son ressentiment une ombre silencieuse à ses côtés. La leçon suivait son cours, méthodique et froide, sous le regard vigilant de Clara, qui observait ses deux employés involontaires avec une distance calculée. L'incident éclata un mardi après-midi, en plein coup de feu. Thierry, le chef pâtissier, un homme passionné et exigeant, découvrit une fournée entière de coques de macarons, d'une teinte rose délicate destinée à une commande de mariage prestigieuse, irrémédiablement tachée par une manipulation négligente. La source de l'erreur fut vite identifiée. Antoine, distrait ou simplement indifférent, avait laissé couler du chocolat sur les plaques encore fragiles. Antoine. La voix de Thierry, habituellement calme, claqua dans le laboratoire. Viens voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Ces amendes nous coûtent une fortune. Cette commande est pour demain. Antoine s'approcha, le visage fermé. Face aux reproches précis de Thierry, sa mauvaise foi initiale céda soudain. Quelque chose craqua en lui. J'en ai assez, explosa-t-il, sa voix montant dans les aigus. Assez de cette cuisine, de ces cartons ridicules, de faire semblant. Je déteste cet endroit. Alertée par l'altercation, Clara descendit. Armand, qui venait de rentrer d'une livraison, fut également attiré par le bruit. Antoine, voyant son père, se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes de rage contenues. C'est de ta faute. Tout ça. L'école de commerce que je ne voulais pas, l'échec de la start-up, être réduit à trier des noisettes ici. C'était ton rêve, papa, pas le mien. J'ai tout raté parce que je refusais de réussir la vie que tu avais choisie pour moi. Le flot de paroles semblait inarrêtable. Il se tourna ensuite vers Clara, son expression changeant, mêlée de honte et d'une sincérité désarmante. Et toi, Clara, je suis désolé. Vraiment. J'ai été lâche. J'ai essayé de lui dire, ce soir-là, il y a 10 ans, que ce qu'il te faisait n'était pas juste. Que tu méritais ta chance. Il m'a ordonné de me taire, dit que ça ne me regardait pas. Armand, blême, ouvrit la bouche pour nier, mais aucun son ne sortit. Les accusations de son fils, la révélation de cette tentative de défense passée, semblaient l'avoir pétrifié. Confronté à la détresse de ses deux enfants, à l'échec de ses ambitions projetées, sa propre façade se fissura. Balbutia-t-il, son regard perdu dans le vague. Je voulais seulement, ce qu'il y avait de mieux. Pour lui. Assurer son avenir, notre avenir. Mon propre père, il m'a forcé à reprendre son épicerie de quartier. J'avais d'autres rêves, moi aussi, des rêves qu'il a piétinés. Je ne voulais pas qu'Antoine subisse la même frustration. Je pensais le protéger en le poussant vers le succès, mon idée du succès. Sa voix s'éteignit dans un murmure rauque, révélant non pas un monstre calculateur, mais un homme brisé par ses propres regrets, reproduisant aveuglément les erreurs du passé. Clara assistait à la scène, sidérée. Son plan si soigneusement élaboré, sa vision manichéenne du passé où elle était la victime et eux les bourreaux, tout volait en éclats. Antoine n'était pas seulement le fils préféré et arrogant,
il était aussi un jeune homme écrasé par les attentes paternelles, portant le fardeau d'un chemin qu'il abhorrait. Son père n'était pas purement malveillant, il était faible, pétri de ses propres échecs et de ses peurs, incapable d'aimer autrement qu'en contrôlant et en projetant. La colère de Clara, ce moteur puissant qu'il avait porté pendant 10 ans, vacilla. Elle était toujours là, mais elle était désormais teintée de confusion, d'une pitié réticente pour Antoine, d'une compréhension nouvelle et amère des failles de son père. Les fondations de sa vengeance soigneusement orchestrée tremblaient. Submergé par l'émotion, Antoine bouscula son père et Thierry, et s'enfuit du laboratoire, ses sanglots résonnant brièvement dans le couloir. Armand resta planté au milieu des débris de macarons et de ses illusions perdues, le regard vide. Thierry, mal à l'aise, se tourna vers Clara, attendant ses ordres. Mais Clara restait immobile, prise dans la tempête des révélations. Son plan de leçon implacable semblait soudain dérisoire face à la complexité douloureuse de la vérité. Sa certitude s'était évanouie, remplacée par un abîme de questions. Que faire maintenant? La justice avait-elle encore le même visage? Le silence retomba dans le laboratoire après le départ précipité d'Antoine, un silence lourd, chargé des éclats de vérité et de douleur qui venaient de voler en éclats. Armand restait figé, désemparé au milieu des débris sucrés. Clara, le cœur battant la chamade, sentait les fondations de sa colère, si solides pendant 10 ans, trembler dangereusement. Les révélations avaient brouillé les lignes, complexifié les torts. La vengeance pure lui semblait soudain vaine, presque laide. Plus tard, dans le calme retrouvé de son bureau, Léo à ses côtés comme une présence rassurante et silencieuse, Clara prit sa décision. Ce ne fut pas un éclair, mais une lente décantation des émotions et des faits. Elle sortit la vieille photo d'elle adolescente, la contempla un instant ce visage plein d'espoir naïf puis la rangea fermement dans un tiroir. Il était temps de clore ce chapitre, mais pas comme elle l'avait initialement prévu. Le lendemain, elle convoqua à nouveau Armand et Antoine. Ce dernier revint, les yeux rougis mais le port moins fuyant. L'atmosphère n'était plus celle d'un tribunal, mais empreinte d'une gravité nouvelle. Clara ne s'assit pas derrière son bureau cette fois, mais leur fit face, debout. « Votre période de travail ici est terminée », annonça-t-elle calmement, sans hostilité. Une lueur de panique passa dans le regard d'Armand. Antoine se crispa. Cependant, reprit Clara, après ce qui s'est passé hier, j'ai compris que la leçon que je voulais vous donner était incomplète. Peut-être même erronée dans sa forme. Elle marqua une pause. Je ne peux pas effacer le passé. Ni le vôtre, ni le mien. Mais je peux décider de ne plus le laisser dicter mon présent, ni le vôtre si vous le choisissez. Elle leur tendit une enveloppe. Ceci n'est pas un cadeau. C'est un capital de départ. Modeste, mais suffisant pour lancer un petit projet, si vous êtes prêt à travailler dur et intelligemment. Il y a une condition, vous devrez suivre un programme de conseil en gestion et finance que je financerai pour les 6 premiers mois et me fournir leur rapport. C'est votre unique chance de reconstruire quelque chose, par vous-même. L'argent ne sera débloqué que sur présentation d'un plan viable validé par le conseiller. Elle ajouta une autre condition, sa voix ferme. Il y aura un plan de remboursement symbolique. Non pas envers moi, mais envers une association que je soutiens, qui offre des bourses à des jeunes filles défavorisées souhaitant faire des études scientifiques, artistiques. Un léger sourire ironique effleura ses lèvres. Considérez cela comme une façon de réparer, à votre échelle, une injustice passée. Armand et Antoine la regardaient, abasourdis. C'était si loin de la vengeance attendue, ou même de l'indifférence froide. Quant à nous, poursuivit Clara, son regard clair et direct, nos chemins se séparent ici. Je ne serai plus votre bouée de sauvetage, ni votre créancière morale. Je vous souhaite sincèrement de trouver votre propre voie, de faire preuve de la responsabilité que vous n'avez pas eue par le passé. Elle fit une pause. Peut-être qu'un jour, dans longtemps, une relation différente, basée sur un respect mutuel et mérité, sera possible. Mais cela dépendra entièrement de vous. Aujourd'hui, ceci est un adieu à ce que nous étions. Armand, pour la première fois, sembla réellement voir sa fille. Il ne dit rien, mais hocha lentement la tête, une lueur d'humilité nouvelle dans ses yeux embués. Antoine, à côté de lui, déglutit et murmura, sa voix à peine audible mais sincère, « Merci, Clara.
Pardon. Pour tout. Ils prirent l'enveloppe et partirent, laissant derrière eux non pas la défaite totale, mais le poids écrasant et la possibilité ténue d'une reconstruction personnelle. Quand la porte se referma, Clara expira profondément, un souffle qui semblait venir du plus profond de son être. Un poids immense venait de se détacher de ses épaules. Des larmes montèrent, mais ce n'étaient plus des larmes de colère ou de tristesse. C'étaient des larmes de libération. Ce soir-là, debout près de la grande baille vitrée de son appartement avec Léo, elle regardait les lumières de la ville scintiller. « Tu as trouvé ta paix, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement, prenant sa main. Elle hocha la tête, appuyant sa joue contre son épaule. « J'ai compris aujourd'hui. Ma vraie victoire, ce n'était pas de les faire payer. C'était de me libérer de l'emprise qu'ils avaient sur moi. De choisir ma propre voie, ma propre définition du succès, ma propre famille. Leurs doigts s'entrelacèrent, une promesse silencieuse d'avenir partagé. Quelques jours plus tard, le soleil inondait l'atelier de Clara. Penchée sur une nouvelle esquisse, elle traçait avec une concentration intense les courbes délicates non pas d'un bâtiment, mais d'une pièce montée spectaculaire. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, une expression de sérénité profonde. Le tumulte extérieur de la ville semblait lointain. Le passé était là, quelque part dans les archives de sa mémoire, mais il n'avait plus le pouvoir de dicter ses gestes, ni d'assombrir sa lumière. Son avenir était une page blanche, une toile vierge sur laquelle elle seule tenait désormais le pinceau, ou plutôt, le crayon. Elle leva la tête, son regard clair tourné vers la lumière qui entrait à flot, le visage empreint d'une force tranquille. Elle était libre. Vraiment, et enfin, libre. L'histoire de Clara, comme tant d'histoires tissées dans le grand métier de la vie, nous murmure une vérité à la fois simple et profonde. Elle nous rappelle que les cicatrices les plus douloureuses ne sont pas toujours les plus visibles, mais celles gravées dans l'âme par l'injustice, surtout lorsqu'elle vient de ceux dont on attendait l'amour et le soutien inconditionnel. Face à la trahison, le chemin de la vengeance peut sembler le seul capable d'apaiser le feu de la colère. Il promet une forme de justice inversée, un équilibre rétabli par la souffrance de l'autre. Mais ce chemin est souvent un leurre. Car en cherchant à faire payer le passé, on risque de s'y enchaîner soi-même, laissant l'amertume et le ressentiment dicter notre présent et empoisonner notre avenir. La vengeance peut offrir une satisfaction éphémère, mais elle laisse rarement la place à la paix véritable. La véritable force, celle qui force l'admiration, ne se mesure pas à notre capacité à détruire ceux qui nous ont blessés, mais à notre incroyable capacité à nous reconstruire. C'est l'alchimie de la résilience, transformer la douleur en détermination, l'obstacle en tremplin, les ruines en fondation pour une vie nouvelle, bâtie selon nos propres plans. C'est choisir de créer sa propre lumière quand on nous a plongés dans l'ombre. Et parfois, sur ce chemin de reconstruction, la vie nous confronte à la complexité de ceux qui nous ont fait du mal. On découvre que les méchants de notre histoire sont aussi des êtres faillis, pétris de leurs propres peurs, de leurs propres regrets, parfois prisonniers de schémas qu'ils reproduisent aveuglément. Comprendre leurs failles n'excuse en rien leurs actes, mais cela peut nous libérer du poids d'une colère aveugle. Car la libération ultime, la plus grande des victoires, ne consiste pas à réécrire le passé, ce qui est impossible, mais à refuser de le laisser être le seul auteur de notre futur. Elle réside dans le courage de tracer ses propres lignes, de définir ses propres frontières, de dire non aux dynamiques toxiques, même quand le lien du sang voudrait nous y contraindre. Elle est dans le choix conscient de se tourner vers la lumière, vers ceux qui nous élèvent, vers la construction de notre propre bonheur. La leçon la plus éclatante que nous laisse Clara n'est pas celle qu'elle a infligée à son père et son frère, mais celle qu'elle s'est offerte à elle-même. La paix intérieure n'a pas de prix, et la liberté de choisir sa propre vie, en accord avec ses valeurs et ses rêves, est le triomphe le plus éclatant sur toutes les adversités. C'est là que réside la véritable grandeur, non pas dans la revanche, mais dans la rédemption de soi-même. Vivre pleinement, et selon ses propres termes. Voilà la plus belle réponse à l'injustice du monde.